Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Mathilde. Bonjour à toi. Comment ça va? Ça va super. Bonjour Géraldine. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être invitée dans Tuba. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité, de comment concilier les deux. Alors, je le dis à chaque fois, ça paraît hyper simple dit comme ça dans une phrase, mais ça n'est pas tant que ça dans la vie. D'où l'intérêt de cette saison. Merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de comment prendre soin de son corps, justement, au milieu de tout le reste, quand on est entrepreneur, quand on est parent, et de manière générale aussi, ça marche si on n'est pas entrepreneur ou pas parent. Pour te présenter un peu, avant que toi tu rentres dans les détails, donc t'es kiné, t'as 2 enfants. Exactement, 2 petits garçons. Et ta mission, c'est de proposer en fait un bilan de santé basé sur le poste de travail, de manière à prévenir plutôt que guérir, donc d'être plutôt dans la prévention. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, je suis kiné libérale depuis 11 ans dans un cabinet de campagne. Et en fait, au fil de ma carrière, je me suis spécialisée dans le dos principalement. Et après, m'est arrivé un déclic, un peu comme ça, d'un ras-le-bol d'être un peu la dernière roue du carrosse et de me rendre compte que les gens arrivaient dans mon cabinet en ayant parfois des douleurs irréversibles. Et donc moi, n'étant pas magicienne, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et en fait, cette frustration est montée progressivement jusqu'au jour où j'ai eu une patiente qui m'a marqué bien plus que les autres. Elle était infirmière en soins palliatifs et elle avait été opérée 3 fois du dos, dont avec des séquelles très très lourdes. Et en fait, ce qui m'a marqué, alors c'était une personne hyper bienveillante et en fait, elle m'a marquée par sa résilience, mais par rapport à ses enfants. En fait, elle était, ce qui l'embêtait, ce n'était pas réellement de souffrir, alors qu'elle souffrait réellement, mais c'était de priver ses enfants d'une partie de leur jeunesse. En fait, elle me disait, je peux pas aller en vacances, il y a des jours, je peux pas les emmener à l'école, je peux pas m'asseoir par terre pour jouer avec eux. Et en fait, ce qui la frustrait, c'est de se dire que à cause de sa maladie, elle ne pouvait pas réellement profiter de ses enfants. Et là, je me suis dit que ce n'était plus possible d'exercer ma profession comme ça, à me dire j'attends que les gens arrivent et qu'il soit trop tard, parce qu'en fait cette patiente-là, si elle avait su prendre soin d'elle avant, ça se dit, elle aurait pas eu du tout les mêmes conséquences qu'actuellement. Ouais. Et en fait, je me suis dit c'est trop dommage. J'avais un autre patient qui était un peu dans le même cas au même moment, et là je me suis dit je me forme en prévention, je veux agir avant et pouvoir partager les connaissances aux gens avant qu'ils soient dans des situations irréversibles, malheureusement. Ok, très clair et très parlant comme déclic. Ouais, ça a été mon beau déclic. Et après, j'ai eu aussi moi-même une opération où j'ai repris 3 jours après le travail. J'allaitais encore mon deuxième, donc c'était super sympa. C'était une opération en dessous le sein, donc pour l'allaitement c'était parfait. Et là, je me suis dit, en fait, là c'est ma deuxième conviction et aussi d'apporter une prévention aux entrepreneurs parce qu'on n'a rien, nous en tant qu'entrepreneurs. On n'a pas de prévention au travail, on n'a pas accès à une médecine du travail pour adapter nos postes de travail, on n'a pas d'arrêt maladie. À part si on souscrit des prévoyances qui sont très chères, mais pour les gens qui se lancent, c'est pas forcément évident d'en souscrire. Et du coup, c'est pour ça un peu que j'ai développé aussi mon projet pour essayer que tout le monde puisse avoir accès à une prévention. Waouh, sacrée mission. Sacrée mission. Exactement. Surtout que la prévention, c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur, parce que avant d'être malade, on n'est pas malade. C'est ça. Tant que je suis pas malade, j'ai pas besoin. Je verrai quand j'y serai. Oui, Exactement. tout à fait. Ouais. Et c'est ça le plus dur, je pense même. Ouais, tout à fait. C'est la prise de conscience aussi que, en effet, et surtout quand on est entrepreneur, si demain on doit être arrêté pour X ou Y raison, on se dit ok, je verrai à ce moment-là, etc. Sauf que le moment où ça survient, c'est trop tard, et pour son business et pour soi. Et que justement, c'est là que la prévention a son intérêt pour éviter d'arriver à une situation catastrophe qui est à la fois difficile à gérer physiquement
potentiellement, et en plus psychologiquement de se dire mais mince, comment je fais pour faire tourner mon business, accessoirement pour avoir du chiffre d'affaires et donc peut-être un salaire aussi à la fin du mois. Exactement. Donc ça évite d'avoir à rajouter de la pression là où il y en a déjà suffisamment quand évidemment quelque chose de pas prévu arrive. Ouais. Alors après, là, tu soulignes deux choses. C'est, alors déjà, il y a l'histoire de prévention, mais après, je pense qu'il y a aussi toute une histoire de préparation au cas où ça arrive, parce que malheureusement, même si on fait toute la prévention du monde, il y a des choses que tu ne peux pas prévoir. Et ça, je pense que de l'intégrer dans son business, ça peut quand même être utile de se dire, j'ai quand même une porte de secours, j'ai quand même prévu au cas où il m'arrive quelque chose. Ça, je pense que ça peut être important et rassurant. Ouais, clairement. Moi, je l'avais pas fait au début de mon business et j'ai été hospitalisée. Donc, tout s'est arrêté du jour au lendemain, évidemment pas prévu. Et je me suis rendu compte que mes process n'étaient pas si robustes que ça. Donc, j'ai mis en place des process de secours qui, justement, interviennent au cas où je dois me réarrêter du jour au lendemain. Et c'est pas forcément quelque chose de très complexe, c'est pas forcément quelque chose de très long à mettre en place, mais c'est juste se dire si demain je suis arrêtée, qui prévient mes clients, où sont les informations principales de ma boîte, qui prévient les prestataires, les gens avec qui je travaille, etc. Est-ce que les mots de passe sont centralisés quelque part? Est-ce que quelqu'un a accès à ces mots de passe? Donc c'est pas des choses très complexes en soi, mais au moment où t'es à l'hôpital, en fait, c'est trop tard. C'est pas le moment où tu te dis ah merde, et le client, du coup, il faut que je le prévienne que cet après-midi je peux pas venir. Et c'est encore si t'es en état de te rendre compte que il faut que tu préviennes tes clients, etc. Donc le process de secours, c'est à la fois de la prévention et de l'anticipation, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que tu disais, c'est aussi l'adaptation de se dire potentiellement c'est la vie, donc ça peut survenir, quand bien même on fait beaucoup de prévention. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, quoi. Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'en étais Exactement. sûre. Donc tu disais dans l'intro, t'es kiné depuis 11 ans, t'as eu plusieurs déclics qui ont fait que tu t'es tournée vers la prévention. Et je trouve que le déclic de l'infirmière avec le mix culpabilité par rapport à sa famille et douleur est très fort. Donc je comprends le déclic que ça a pu faire chez toi. Au-delà de ça, qu'est-ce qui t'a poussé au départ à vouloir être kiné? J'ai toujours voulu aider les gens. Alors à l'origine, étant petite, je voulais être vétérinaire et Ok. je me suis vite rendu compte que j'avais peur des chats. Donc je me suis retournée vers les humains qui Ouais. étaient logiquement un peu moins Qui ne agressifs. miaule pas, a priori. Ouais. Et après, j'ai fait ma première année de médecine et du coup, j'ai pas eu médecine, mais j'ai pris kiné. Et après, ça m'a toujours passionnée. Donc en soi, le corps humain et l'aide et la proximité aux gens m'a toujours intéressée. Et je dirais que l'énorme avantage d'être kiné, c'est qu'on a l'avantage de suivre les gens sur plusieurs séances et d'avoir le temps avec eux, qui est totalement différent des autres corps médicaux où les gens y vont et ça dure un quart d'heure, 20 minutes et bonne journée, au revoir. C'est du one Nous, shot, on ouais. rentre énormément dans la vie personnelle des gens et les gens se confient beaucoup et ça, c'est une partie de mon métier que j'aime beaucoup parce que d'une part, c'est enrichissant parce que j'apprends beaucoup de choses sur n'importe quel sujet et humainement, c'est quand même encore des relations privilégiées qu'on peut avoir dans le corps médical. Ok, très clair. Et après la partie prévention, donc du coup, souvent déjà c'est des clics. Et après, je me suis aussi spécialisée dans la prévention au bureau parce que pareil, je trouve que les gens sont un peu oubliés au bureau parce que dans l'idée, dans l'image des gens, être assis toute la journée, 11 heures par jour, c'est absolument pas problématique et c'est pas physique. Donc les gens n'ont pas à avoir mal au dos et n'ont pas à avoir mal aux articulations par rapport à quelqu'un qui travaille en extérieur, tout ça, l'image est totalement différente. Et donc, c'est aussi un peu des personnes oubliées. Et je trouve aussi que les gens eux-mêmes n'en ont absolument pas conscience que de rester assis toute la journée peut être délétère pour leur santé. Enfin, maintenant, les chiffres de la sédentarité sont assez fous quand on sait qu'on passe 10 heures par jour assis. Notre risque de mourir toutes causes confondues augmente de 29%. C'est quand même assez hallucinant de se dire, enfin, juste parce qu'on est assis et alors le travail est une partie du problème, mais en fait notre vie maintenant est centrée sur la position assise. On rentre, on est dans les transports, on est assis, on rentre chez nous, on se met dans le canapé et on n'attend qu'une chose, c'est de l'être dans notre canapé pour pouvoir être. Donc du coup tout ça, faut essayer de lutter contre et de pouvoir réintégrer l'activité physique dans nos quotidiens pour notre santé future et pour la santé de nos enfants, parce que c'est la même problématique pour nos enfants, du coup. C'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'il y a une part d'éducation aussi et de logique de se dire quand je suis assis, je suis au repos. Et donc, mon corps ne se fatigue pas. Mais déjà, faire travailler le corps, c'est pas forcément mal, au contraire.
Au contraire. C'est ça. Et donc, je pense que, en effet, c'est des thèmes où on en entend parler depuis le Covid, j'ai l'impression. On se dit, OK, mais les gens sont moins sortis. Et du coup, en effet, la sédentarité a commencé à évoluer grandement. Et donc, ça a commencé à être des sujets dont on parle. Peut-être qu'on en parlait avant. Moi, je suis pas sûre d'en avoir entendu parler avant, en fait, de ces sujets-là. Je pense que ça a effectivement changé un peu les choses, le Covid. Et le fait que les gens télétravaillaient beaucoup plus, Ouais. là-dessus, je pense que ça a changé un peu les mentalités. C'est ça. Et paradoxalement, de se dire, ben, j'ai plus de temps chez moi, donc c'est chouette, je peux faire plus de trucs, mais je fais pas forcément beaucoup plus de mouvements pour autant. Et c'est un peu le paradoxe de se dire, bah, c'est chouette, j'ai plus le temps de travail pour aller au bureau, etc. Ok, mais du coup, est-ce que tu bouges pendant ce temps-là? Pas plus. Non, je ne pense pas effectivement que ça. Et l'autre part, c'est que ça a aussi aggravé les environnements de travail, parce que les gens travaillaient un peu dans des circonstances un peu plus modestes, je dirais, au niveau d'installation de poste de travail. Donc du coup, ça n'a pas forcément amélioré les douleurs, etc. Donc Clairement. ça, là-dessus, oui, ça n'a pas dû aider. C'est ça. On le disait en intro, donc c'est un challenge d'allier entrepreneuriat et parentalité. Et il se trouve que souvent, dans l'entrepreneuriat et en plus en étant parent, en fait, la partie prendre soin de soi, de son corps, ça paraît pas être la priorité. C'est-à-dire que, OK, il y a un business à faire tourner, il y a la famille dont on va s'occuper, on va être présent, etc. Et soit ça vient comme la troisième thématique peut-être à traiter si éventuellement on a le temps entre les deux autres. Du coup, ma question, c'est comment en fait on peut prendre soin de sa santé quand on est parent et entrepreneur. Alors ça, c'est totalement vrai, parce que alors, effectivement, qu'on soit salarié ou entrepreneur, je pense que ce qui nous manque le plus en tant que parents, c'est le temps. Ouais, Parce que nos enfants passent en priorité et que nous, on s'oublie un peu. Quand tu es un entrepreneur, je pense que ton business repasse par-dessus et donc du coup, t'as encore quelque chose de s'intercale. plus important que toi à prendre en charge. Et alors, je pense que le premier chose, c'est la prise de conscience. En fait, de prendre conscience que si tu prends pas soin de ta santé, un jour ou l'autre, ça coincera. J'aime bien rappeler l'histoire de l'avion en parentalité. Je pense que tu l'as déjà entendu. C'est quand tu es dans un avion et que tu as une menace de crash, le principal, c'est déjà de mettre le masque à oxygène pour toi, pour ensuite pouvoir sauver tes enfants et le mettre. Et en fait, c'est un peu la même chose dans la prévention. Mm. C'est en fait, si tu prends pas de soin de toi et qu'au bout d'un moment, tu tires sur la corde, un jour ou l'autre, c'est forcément que ton corps t'enverra des messages. Tu les écoutes pas. Si tu les écoutes pas, tu retires un peu plus sur la corde. Et un jour ou l'autre, c'est sûr que ton corps lâchera ou en pâtira d'une manière ou d'une autre. Mm. Donc, je pense que ça passe quand même réellement par la prise de conscience. Et après, ça passe aussi par enfin, après, je dirais que notre gros problème aussi par rapport à la santé, je trouve, c'est réellement les injonctions. On a énormément d'injonctions par rapport à, en fait, un peu tout. La parentalité, c'est bourré d'injonctions parce que du coup, Clairement. pour essayer d'être bons parents, c'est quand même très, très compliqué. Mm. Et je trouve que la santé, c'est un peu pareil. En fait, quand tu regardes, quand tu lis un bouquin, faut bouffer comme ci. Quand tu fais ci, faut faire ça. Et à la fin, tu sais plus quoi faire. Mm. Et du coup, ça rajoute une pression supplémentaire en te disant, mais mince, je ne fais rien finalement et je suis potentiellement en mauvaise santé, tout ça. Donc, je pense qu'il faut se libérer un peu de ça et se dire que, surtout pour les jeunes parents, même si tu arrives à faire un tout petit truc, en fait, c'est toujours mieux que de ne rien faire du Mm. tout. Par exemple, on peut juste citer l'exemple de la position assise et du temps resté assis. On sait que au-delà de 2 heures resté assis, notre hypertension artérielle augmente et le taux de la glycémie également augmente, y compris le lendemain de la journée où on est resté assis. Donc, en fait, ça, là-dessus, tout le monde peut réussir à peu près à le faire, de se dire, tous les 1 heure et demie, je me lève, je descends mes escaliers, je remonte mes escaliers, je fais un tour de mon salon. Mm. En fait, juste de réactiver un peu son De corps, de faire bouger, ouais. quelques mouvements. Mm. Après, on se remet au travail. Enfin, c'est très facile de se dire, je finis ma tâche, hop, je fais un mouvement, je vais faire pipi, je vais me faire chauffer un thé, et Étendre en une soi, lessive, voilà, bon, voilà, truc exactement. habituel. Et en soi, rien que ça limite déjà des effets néfastes. Mm. Et je pense que faut essayer faut se déculpabiliser sur faire peu, mais faut essayer d'introduire tout doucement de nouvelles habitudes pour réintégrer du mouvement dans notre quotidien. Ouais, c'est surtout ça en fait. Ouais. Alors, je pense que vu qu'on manque de temps en tant que parent, le plus simple est quand même d'agir sur sa vie professionnelle que sur sa vie personnelle. Mm. C'est quand même plus simple quand tu es en train de bosser, de te programmer une petite pause active, de bouger 5 minutes,
prendre un élastique, de faire quelques mouvements de renforcement musculaire ou d'assouplissement, plutôt que quand tes enfants sont rentrés, te dire, tiens, je vais réussir à faire 1 heure de yoga avec eux, là, Bien parce que sûr. c'est quasi impossible qu'on arriverait à le faire. J'ai eu l'espoir, moi, quand j'ai eu mes 2 enfants, puis Moi aussi, j'ai abandonné, je me suis dit, ils montent sur le dos, c'est impossible, donc j'arrête. c'est Mais ça. je pense que d'essayer d'analyser ces journées de travail, de se dire, voilà, ma journée type, c'est ça, de voir un peu les moments de temps qu'on utilise qui ne sont pas forcément efficients ni pour notre business ni pour notre vie personnelle, et de se dire, en fait, ce mouvement-là où je suis en train un peu de scroller, machin, je peux tout à fait faire plutôt un petit mouvement, un petit exercice. Et au final, si on fait ça à chaque fois qu'on perd un peu de temps, on arrive à introduire quand même de l'activité physique dans notre journée. Ouais, clairement. Après, je pense que tu as raison, il y a plus d'espace quelque part dans la vie pro pour ces temps-là et pour les caler. Et quelque part, le fait d'en être conscient, ça permet d'adapter. C'est-à-dire que souvent, on se retrouve à faire des visios. Moi, là, je commence à inverser quand je suis pas obligée devant mon ordinateur parce qu'on va parler pendant 1 heure et qu'on va rien se montrer, etc. À dire, OK, on le fait au téléphone, quitte à ce que je marche chez moi. Mais au moins, je peux être en mouvement plutôt que d'être bloqué quelque part devant mon ordinateur. Donc, mais c'est pareil, ça passe par une prise de conscience de quelles sont les visios où j'ai besoin de l'ordinateur ou pas. Celles ou pas, est-ce que je peux les bouger? Est-ce que le client est OK pour ça? Ou la personne avec qui je travaille est OK pour ça? Mais ça se demande, en fait, au-delà de la prise de conscience. Et après, il y a aussi, et tu le disais, quand on est en train de scroller ou que moi, je me rends compte quand je bug en fait sur un truc et que je suis en train de m'énerver à me dire mais si, reste devant, parce que bien sûr, si je reste devant mon ordinateur, ça va passer, je vais trouver la solution, évidemment. C'est bien connu. Et maintenant, quand je sens que j'arrive à ça, un bug de cerveau où je me dis non mais là je suis juste en train de buter sur un truc et je trouve pas la solution, je me dis juste va marcher 10 minutes dehors, sors, et souvent la solution elle est là quand je marche en fait. Alors que ça fait peut-être 2 heures que je suis devant mon PC à essayer de trouver le truc quoi. Surtout que ça fait quand même que l'activité physique améliore la concentration, etc. Donc C'est en ça. soi, se réoxygéner un petit peu, ça peut quand même aider, ça peut aussi aider. Ouais, clairement. Et je tiens, ça me fait rebondir sur ça, parce que du coup, ce que tu dis, il y a aussi un truc qui me touche particulièrement, c'est que les femmes bougent moins que les hommes. Mm. Et les femmes ont beaucoup plus de risques de mourir de maladies cardiovasculaires que les hommes. Donc en soi, et les petites filles aussi bougent moins que les garçons. Donc en soi, c'est aussi une grosse prise de conscience de notre part de se dire, en fait, j'arrête que tout passe avant moi, parce que je pense que c'est quand même encore plus féminin que masculin. Mm. Et du coup, de se dire, en fait, moi aussi, j'ai le droit d'avoir mon temps pour faire mon sport, d'avoir mon temps pour ci, et d'essayer de jongler par rapport à ça. Et de le faire aussi par modèle, puisque les enfants, enfin, on le fait, nous, on a tendance à se dire, OK, je reste devant mon PC, etc., aussi par éducation, sans doute par culture aussi. J'imagine que dans différents pays, ça peut être vécu ou perçu de différentes manières. Mais au-delà de, j'ai envie de dire, même si on n'y croit pas soi pour soi, c'est aussi montrer, parce qu'on sait très bien qu'en tant que parent, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait, et que les enfants, ont plutôt tendance à suivre ce qu'on fait que ce qu'on dit. Donc par porosité, se dire je le fais pour moi, mais ça montre aussi à mes enfants qu'il y a une autre manière potentiellement de faire que d'aller marcher dans la journée. Alors ils ne voient pas forcément si on est à l'école, mais de bouger c'est important et c'est important pour nous, et donc ils imprègnent, ils intègrent que c'est aussi important pour eux, et donc ils vont potentiellement le faire plus facilement après. Alors ça, c'est sûr, parce que du coup, ça, c'est entièrement, là, je suis totalement d'accord avec toi. Surtout que du coup, en parlant des enfants, on sait que la sédentarité touche aussi les enfants, parce que du coup, être sédentaire, c'est rester assis 7 heures par jour. Mm. Globalement, il y a quand même beaucoup d'enfants qui dépassent largement ça, parce que du coup, déjà, l'école, c'est 6 heures par jour. Après, les temps de transport, si t'es en bus ou si t'as tes parents qui viennent te chercher, t'es re-assis. Et alors, y compris enfants ou adultes, en fait, le temps assis, les loisirs personnels Mm. représentent aussi énormément de temps assis, que ce soit la télé, que ce soit la lecture, que ce soit le téléphone. Et du coup, les enfants, c'est assez alarmant, hein. On sait, en fait, les enfants actuels sont forcément des moins beaux vieux que nous avons été, parce que, enfin, alors et encore, nous, notre génération, je pense qu'on était quand même plus dehors et plus Oui. à faire d'activité physique que nos enfants actuels. Mais du coup, déjà, par exemple, au niveau des statistiques, il y a 80% des enfants qui ne font pas d'activité sportive extrascolaire. Mm. C'est quand même assez énorme. Et j'ai lu la dernière fois un truc qui m'a un peu marqué. Ils disent que en France, 6 enfants sur 10, à la sortie du primaire, ne savent pas enchaîner 4 cloche-pieds de suite sur le même pied. Et que donc ces enfants qui ne savent pas le faire,
seraient moins en forme au niveau de leur santé qu'une personne âgée juste active, non sportive. Une personne âgée juste active serait en meilleure forme que nos enfants que ces enfants-là qui ne savent pas faire 4 cloche-pieds de suite. Donc c'est quand même assez alarmant. Enfin c'est des trucs. En soi, faut réellement réagir et là-dessus. Et donc du coup d'introduire de l'activité physique dans son foyer de manière globale. C'est dans tous les cas bénéfique pour tout le monde, parce que du coup, ça sera bénéfique pour nous, mais ça sera aussi bénéfique pour nos enfants. Je pense que c'est réellement aux parents d'agir et de faire des choses, donc d'aller dehors, d'introduire, rien que d'aller se balader, et après, alors c'est vrai que quand ils sont tout petits, moi c'est mon cas, c'est hyper difficile d'introduire de l'activité physique pour nous. En même temps que eux, quand ils font du vélo, c'est un peu dur de courir à côté d'eux. Tu cours plutôt derrière qu'à côté, mais c'est quand même plus facile après d'introduire une routine sportive, ou de balade ou de jardinage ou d'activités qui stimulent quand même plus le corps que d'être assis. Même si les jeux de société c'est génial, mais quand même. C'est ça, pour les jours où il pleut. C'est ça. Et après, ça peut être des trajets simples qui sont faits en voiture par habitude ou autrement ou en trottinette et de se dire, OK, bah là, on marche ou on le fait 1 ou 2 fois dans la semaine en marchant. C'est pas forcément des choses très complexes, je pense, à mettre en place. Mais quand on voit les chiffres, c'est effarant. J'ai même pas en tête les impacts neurologiques là-dessus, parce que pour moi, il y a aussi une notion d'équilibre. Enfin, il y a sans doute plein d'autres choses qui se jouent au-deldelà de l'activité physique et du muscle en tant que tel. Ah oui, Et c'est monstrueux, en fait. C'est flippant, quoi. Ouais, ça fait. En vrai, c'est vrai que moi personnellement, ça me fait quand même un peu peur de me dire que nos enfants, ils sont quand même pas dans des conditions idéales pour leur santé. Après, je pense que c'est aussi sociétal. Hein, faut pas culpabiliser les parents. Hein, c'est pas de notre faute principalement. Enfin, en France, le sport c'est pas non plus une culture. On n'est pas culturellement quand t'es sportif, c'est pas hyper valorisant à l'école. T'es plus valorisé quand t'as des bonnes notes que quand t'es bon en sport. Ouais. Donc ça pose aussi problème. Et en fait, il y a aussi le fait que les petites filles, en fait, on n'a pas réellement d'exemple de sportives. Alors, il y en a un tout petit peu, mais par rapport aux garçons, enfin, moi, mon fils, il a 4 ans, il a jamais regardé le foot à la télé, il me dit déjà qu'il connaît Kylian Mbappé. Enfin, ils sont dans une culture totalement différente. Ils idolâtrent des hommes, alors que nous, filles ou femmes, on a beaucoup moins de femmes à idolâtrer. Donc, en soi, c'est aussi une culture. C'est aussi une culture. À l'école, on fait pas tant de sport que ça. Donc du coup, je pense que c'est aussi une prise de conscience. Ça serait aussi sociétal. Hein, mais oui. Nous, à notre mesure, c'est un peu ce qu'on peut faire en tant que parents pour essayer de cultiver un bien-être physique à la maison. Exactement. Et c'est le but là aussi de cet épisode, hein, c'est de la prise de conscience. C'est pas de faire peur, mais la prise de conscience de se dire, OK, qu'est-ce qui est à ma portée et qu'est-ce qui est dans ma responsabilité, dans mes envies aussi en tant que parent de faire ou pas. Et tu disais se libérer des injonctions. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler, on entend toujours beaucoup parler de Miracle Morning, etc. Moi, ça me fait beaucoup marrer en tant que parent. Hein. C'est-à-dire que, je vois bien le matin s'ils sont habillés, lavés, qu'ils ont mangé. Quand on part à l'école et qu'on est à peu près à l'heure, déjà, c'est ça le miracle en fait, en soi. Brosser les dents. C'est ça, et aussi. Non mais voilà, s'ils sont prêts, etc., et qu'on est à l'heure, le miracle pour moi, il est là. Donc je me vois pas tellement caler quelque chose à ce moment-là. Et ceux qui y arrivent, tant mieux pour eux. Moi, ça me paraît juste pas compatible en fait avec ma vie d'aujourd'hui. Et donc c'était ça en fait, c'est se dire comment est-ce que on intègre en fait cet exercice physique dans son quotidien. Donc tu le disais, c'est peut-être plus simple pour commencer de le mettre à des petits endroits dans la journée, dans sa journée pro, parce qu'on est seul aussi en maîtrise de ça et que c'est plus facile à intégrer. Potentiellement de faire aussi le week-end, de réfléchir les sorties, les activités différemment avec la famille, les enfants. Est-ce que tu vois d'autres pistes pour pouvoir travailler là-dessus quelque part? Alors, je rebondis juste par rapport à ce que tu dis parce que, en fait, on parle des exercices un peu au quotidien. En fait, il faut savoir aussi qu'on peut être sportif et sédentaire. C'est pas tout à fait la même chose. En fait, faut pas non plus se dire que, OK, moi, je fais mon heure de sport par semaine, donc c'est bon, tout est OK. Ouais. Après, je peux m'enfiler 9 heures assis d'affilée. Exactement. Ça ne marche pas. Donc, en soi, le fait de bouger au quotidien, c'est quand même une habitude à prendre qui est dans tous les cas bénéfique parce que notre corps, il est pas fait pour être assis autant de temps. Donc, dans tous les cas, je pense que modifier son activité, son environnement de travail est nécessaire. Et donc, du coup, ça passe d'une part par
modifier son poste de travail pour essayer de limiter les contraintes le plus possible. Finalement, peu importe le travail, mais les gestes répétés sont quand même délétères au niveau corporel. Je pense que, par exemple, moi qui, en étant kiné, je suis peu assise dans l'activité professionnelle. Quand je fais ma compta, j'ai directement mal au cou. Ouais. Et donc, en fait, je pense qu'on le ressent tous quand même, ces tensions corporelles quand on travaille de façon prolongée. Et donc, c'est déjà d'introduire, de modifier son environnement de travail pour essayer d'être le mieux installé possible. Et ensuite, c'est de jouer au niveau corporel en se disant, OK, maintenant, il y a des contraintes que je pourrais pas supprimer au niveau de mon activité professionnelle. Donc, moi, il faut que je compense en faisant des exercices, etc. Donc, du coup, en parlant, par exemple, de la position assise, on sait que, par exemple, de faire des mouvements contraires en ouverture par rapport au fait qu'on soit quand même un petit peu enroulé en avant sur la position assise, ça peut être, c'est bénéfique. Et ensuite, du coup, vu qu'on travaille très peu notre cardiovasculaire, d'aller faire un peu de cardio. Donc ça, par exemple, de marcher, d'aller courir, etc. Et il y a aussi en passant par un peu de renforcement musculaire, donc c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple de faire un peu de squat, de faire quelques différents mouvements dans son quotidien. Enfin, je veux dire, ça peut commencer tout bête en se disant, plutôt que de me lever une fois de ma chaise, aujourd'hui je me lève, je fais 5 assis debout. Et ça peut tout à fait commencer par ça en se disant, j'intègre des tout petites choses qui vont me prendre 30 secondes et ça ira. J'avais lu un bouquin qui était intéressant sur la notion de 2 minutes. Il disait que pour prendre une nouvelle habitude, il fallait se dire, faut pas que ça me prenne plus de 2 minutes. Oui, parce que sinon j'ai trop à perdre en fait Voilà. à En fait, intégrer sinon, c'est ça, trop ça va être chiant à trop. faire, Ouais, c'est ça. En t'arrives pas à termes le caler dans d'effort. ton quotidien. Ouais. Donc, du coup, de se dire 2 minutes, je fais un truc, je marche, je bouge, je fais des exercices. Et après, au fur et à mesure qu'on a réussi à intégrer ça dans ton quotidien, on arrive tout doucement à l'intégrer de plus en plus. Mais après, vraiment, je pense qu'il faut essayer de se déculpabiliser, de se dire, OK, même si je ne fais rien, il n'est jamais trop tard pour commencer. Et même si c'est un tout petit peu, c'est toujours mieux que rien du tout. Donc, en soi, je pense il faut juste essayer de faire un tout petit peu au début. Et au fil du temps, on arrive à reprendre goût à l'effort et potentiellement à retrouver une activité physique qui protège notre santé. C'est déculpabilisant et facilement activable, je trouve, de se dire que, OK, c'est 2 minutes, on n'est pas en train de se dire, cale 4 séances de sport d'1 heure et demie dans ta semaine, ce qui est fortement improbable, oui, improbable quand tu pars de zéro, en fait. Tu vas pas te dire, la semaine prochaine, ça y est, je me fais 6 heures d'un coup, ça n'existe pas, en fait. Je pense que ça existe. Il y a des gens qui doivent trouver une motivation, mais je ne suis pas sûre qu'ils durent dans le temps. C'est Et en ça. fait, l'idée n'est pas de faire beaucoup Pas longtemps. de temps, mais de le faire peu, mais sur le long terme, parce qu'en fait, c'est ça qui va protéger notre santé. Donc, en soi, il vaut mieux intégrer des trucs où on sait que ça sera réalisable dans notre quotidien, plutôt que de se dire, allez, ça y est, je me cours un marathon le mois prochain. C'est ça. Même si on peut s'inscrire au marathon, mais peut-être pas le mois prochain. Exactement. Tu parlais de l'importance aussi du matériel de bureau, qui est aussi une manière de prendre soin de soi, puisqu'on reste quand même assis, bien sûr, dans la journée. Comment est-ce qu'on peut travailler sur cet axe-là? À quoi il faut faire attention, en fait? Alors maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui se développent au niveau du matériel. Je pense qu'on connaît tous maintenant les bureaux assis debout. C'est un peu la mode actuelle, mais c'est une bonne mode en soi parce que du coup, ça permet d'une part de varier les positions de notre dos parce qu'une fois, on va être assis bas, une fois, on peut être en semi-hauteur et on peut être totalement debout. Donc déjà, ça varie les postures. Donc potentiellement, ça fait moins d'usure sur nos articulations. Et de deux, on peut quand même être debout. Il y en a même qui rajoutent des tapis de marche en dessous. Ça, faut juste faire attention au risque de chute et de ne pas faire un truc où on est On se retrouve plié au milieu de l'ordinateur. Ouais, exactement. Mais en soi, il y a des bureaux assis debout, il y a des bureaux vélo, en soi, tout ce matériel qui favorise le mouvement sont quand même bénéfiques. Alors, et c'est pas plus cher qu'un bureau normal. Et quand on ramène au temps passé devant ce bureau, c'est quand même un investissement qui coûte peu, donc ça peut quand même être utile. On parle aussi beaucoup de ballons, de remplacer son siège par ses ballons. Ça, c'est top. Nous, on l'utilise tout le temps en rééducation. Après, le ballon, le seul risque, c'est que si on ne sait pas s'en servir, après, ça devient un siège classique, donc on se retrouve avachi sur notre ballon. Retassé.
qui est totalement contre-productif. Donc ça, moi, je conseille toujours soit d'aller voir un kiné pour qu'il nous apprenne à prendre conscience des mouvements sur le ballon à faire, pour que ensuite on arrive à le reproduire dans son quotidien et par exemple de se dire ok, je peux pas aller marcher, mais tous les jours je me fais une demi-heure de ballon sur une tâche qui est peut-être un peu moins difficile, où ça demande un peu moins de concentration, surtout au début, parce qu'au début c'est des mouvements sur lesquels on doit être concentré un minimum. Après, c'est automatique, hein. Globalement, moi, quand je fais mes exercices sur le ballon, je ne pense même plus à ce que je fais. Donc, au fur et à mesure, notre cerveau, il va rentrer ces schémas-là. Oui. Et c'est un peu le but, c'est de se dire qu'en fait, plus on gagne de mobilité et plus on fait de mouvements différents, plus ça sera automatique pour nous. Et donc, du coup, finalement, quand on parle, par exemple, de faire un faux mouvement, c'est pas réellement qu'on a fait un faux mouvement. Notre corps, il est fait pour faire tous les mouvements. C'est juste que ça fait tellement longtemps qu'on ne fait plus ce mouvement-là que au bout d'un moment, notre corps, quand on fait un mouvement qu'on n'a pas fait depuis je ne sais combien de temps, il dit attends, moi j'ai pas compris ce qui se passe, je suis pas totalement d'accord. Donc pour ça, le ballon c'est un super outil pour ça. Et pour ceux qui n'ont pas de place, parce que du coup il y a quand même des problématiques de stockage d'un ballon qui prend quand même de la place, il y a des galettes à rajouter sur le siège de bureau qui sont des coussins d'air et qui sont hyper pratiques. Pour, pareil, faire des mouvements de mobilité de bassin et de dos, qui peut être une super bonne alternative pour rajouter un peu d'action et d'activité au niveau de notre corps dans un quotidien plutôt sédentaire. Tout à fait. Donc là, en effet, il y a plein de solutions et après, on peut aller voir des professionnels. J'ai l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de kinés qui, je pense notamment à Major Mouvement, mais qui parlent sur les réseaux sociaux, qui font des bouquins aussi, où je trouve que l'accessibilité pour les gens dont c'est pas le métier est relativement sympa parce qu'on comprend en fait facilement le mouvement et avec la même finalité de bouger. Et tu parlais des bureaux assis debout. Moi, j'ai déjà un bureau, j'ai investi, il bouge pas. Par contre, j'ai une table à repasser comme beaucoup de gens. Et donc, ouais, ça marche très bien, en fait. Et souvent, quand on me dit, ouais, mais en termes d'investissement, etc., la table à repasser, il y a quand même, je sais pas le taux d'équipement des tables à repasser en France, mais j'imagine que c'est assez élevé. Et ça permet les jours. Mais ça marche hyper bien, ouais. Et moi, les jours où j'en ai marre d'être assise, je me dis, vas-y, c'est bon, je sors la table, je pose mon PC dessus, je réélève avec 2 bouquins et c'est plié, quoi. Et donc, là aussi, c'est pas forcément des choses très complexes. Pour autant, ça fait le taf. De passer un peu de temps debout et donc d'être en mouvement, de bouger un peu le bassin, de s'étirer, etc. Et après, le soir, je range ma table à repasser et voilà. Donc, il y a d'autres options. Exactement. Après, on peut aussi se dire de juste différencier ces tâches, les tâches en consultatif, où c'est juste de la lecture, de l'écoute, etc. Là, c'est très facile de se mettre en mouvement. Et les tâches où on ne peut pas le faire, on peut effectivement se dire, ok, c'est mes temps assis, mais d'essayer de dissocier le maximum pour que dès que ça soit du temps potentiellement où on peut s'activer, il faut le faire. Exactement. En résumé, en fait, de cet épisode, je vais garder ce que tu as dit, c'est-à-dire un tout petit peu, c'est mieux que rien du tout. Exactement. Je trouve que c'est très parlant et que, en effet, on comprend que c'est accessible, qu'on peut adapter en fait dans nos vies d'entrepreneurs, de parents, mais évidemment bien sûr de salariés aussi, d'humains, tout simplement. Ça s'intègre facilement, c'est pas quelque chose de très complexe à mettre en place. Et encore une fois, quand on voit les chiffres, je pense que c'est important, tu le disais, à la fois de prendre conscience, de se libérer des injonctions et de se dire, OK, comment est-ce que moi, à mon niveau, j'arrive à avancer avec ces données-là, maintenant que je le sais, qu'est-ce que j'en fais et comment est-ce que je me préserve aussi, mon corps, bien sûr, mais aussi mon cerveau, pour pouvoir avancer et durer dans le temps, parce qu'on se dit, quand on est entrepreneur, c'est quoi ta vision à 20, 25 ans, etc. C'est pas d'être complètement coincé, à rien pouvoir faire, etc. En général, quand on parle des visions, c'est je voyagerai, j'irai à tel endroit, etc. Ok, le prérequis à ça, c'est quand même que tu as un corps en bonne santé qui te permette de faire tout ça. Totalement, je te rejoins entièrement, parce que c'est vrai tant qu'on n'est pas malade, je pense, ou qu'on ne connaît pas quelqu'un de malade dans nos entourages proches, je pense qu'on ne peut pas imaginer que ça nous arrive. On a quand même tous un peu l'impression d'être un roc, mais pas au bout d'un moment, les autres. Voilà, il suffit qu'il y ait un tout petit caillou dans le rouage et ça peut quand même perturber une vie quotidienne. Enfin, donc du coup, en soi, c'est là-dessus, je te rejoins. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça. Protégez vos visions d'entrepreneurs et agissez dès maintenant. Ouais, d'introduire un tout petit peu d'activité physique dans cette belle vision de voyage et c'est parfait. Exactement. Et dans les routines, parfait. Oui.
Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Mathilde sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, tu peux le partager autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins, quand tu vas marcher la prochaine fois et que tu rencontres des gens. Bref, parle-en. Merci beaucoup, Mathilde, d'être venue me parler d'Antuba. J'ai hâte de suivre, ton parcours et la manière dont tu portes cette mission de prévention et d'anticipation, justement, de ces risques-là pour éviter d'arriver vieux, tout cassé. C'est moi, je dis comme ça, mais on comprend l'idée. Le mieux est d'être vieux, mais en bonne santé. Exactement. Vieux, a priori, on ira, quoi qu'il arrive. Exactement. On nous le souhaite, en tout cas. C'est ça. L'idée, c'est d'arriver, en effet, à cette période-là de nos vies en étant encore en capacité physique de faire ce qu'on a envie de faire à ce moment-là et de pas subir notre corps. Exactement. Merci beaucoup, Géraldine. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.